and you are live. Am I live? OK. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue encore, bienvenue à cette deuxième session des UBA Business Series. Au niveau du Gabon, c'est la deuxième session. C'est quoi le business, les UBA Business Series? Les UBA Business Series, c'est simplement une plateforme d'échange et de partage, une plateforme qui permet aux entrepreneurs de pouvoir échanger, une plateforme qui permet à un entrepreneur, un capitaine d'industrie, un directeur général d'entreprise de venir et de pouvoir partager son expérience enrichissante auprès de tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui sont dans le monde de l'entreprise. Alors donc aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, un invité qui est dans le monde des assurances. C'est monsieur, bon, on ne va pas cacher, hein, c'est monsieur Wilfried Mindongo, directeur général de Hogar, de la société Hogar Assurance. Donc, il aura l'occasion de le présenter. Mais le thème d'aujourd'hui, le thème se présente comme suite. Entreprise citoyenne et capital humain, enjeu clé d'une transformation profonde et réussie d'un business model. Est-ce qu'aujourd'hui, la question c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut à la fois être une entreprise citoyenne, d'une part, et aussi d'autre part, pouvoir développer le capital humain? Quels sont les enjeux? Quelles sont les exigences? Quels sont les objectifs? Pourquoi une entreprise se voudrait entreprise citoyenne? C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui avec le directeur général de Hogar Assurance. Bonjour, monsieur Mindongo. Je ne sais pas si les gens m'entendent, donc merci pour l'invitation. Et désolé encore pour ces quelques minutes de retard, donc qui vont nous permettre au cours de cette réunion d'échanger sur le thème que vous avez évoqué. Et c'est plus, comme vous l'avez si bien dit, une plateforme d'échange. Donc ça va être un échange entre toutes les personnes qui sont connectées et qui participent à cette réunion pour qu'il y ait un retour d'expérience partagé. Donc merci pour votre invitation. Merci, M. Mindongo. Merci pour ce propos introductif. Nous tenons déjà à présenter toutes nos excuses à tous les participants, à tous ceux où nous étions censés commencer à 14 h pile. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a accusé un léger retard. Nous tenons déjà à nous excuser pour cela. Alors, donc nous allons déjà, de façon ramassée, de façon brève, essayer de présenter notre intervenant du jour, parce que c'est lui la star du jour et c'est lui qui va partager en fait sa grande expérience. Alors, M. Mindongo est le directeur général des sociétés Hogar, comme je le disais tantôt. Donc, il est directeur général depuis 2018, octobre 2018, mais il faut dire qu'il a intégré Hogar depuis les années 2009. Donc, côté formation, il a un master spécialisé en assurance, donc il a une forte expérience en assurance, que ce soit sur le plan local au Gabon, mais aussi sur le plan international, pour avoir travaillé dans plusieurs pays et aussi dans plusieurs sociétés. Donc, il cumule à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années dans sa carrière dans le domaine des assurances. Donc, comme je le disais tantôt, depuis 2018, il est directeur général, mais depuis 2009, qu'il a intégré Hogar, il a évolué à plusieurs postes et à plusieurs positions. Il a aussi pu faire partager son expérience à plusieurs entreprises de la place au niveau du Gabon. On peut citer SCGRE, Assurance Vie, UGB et ainsi de suite, BGFIP Bourse, qui sont des sociétés dans lesquelles il exerce en tant qu'administrateur, donc des sociétés avec lesquelles au sein desquelles il partage sa très forte expérience. Monsieur Mindongo, nous allons de ce pas vous donner la parole pour la présentation du jour. Merci. Juste avant de commencer, rentrer dans le vif du sujet, une présentation mais vraiment très rapide du groupe Hogar. Donc au groupe Hogar, c'est le premier groupe d'assurance au Gabon avec près de 24% de parts de marché. Deux marques fortes qui sont Hogar Vie Naturelle du marché sur les assurances de personnes
et Hogar, qui est le troisième acteur sur les assurances IRD. Hogar est une vieille entreprise de plus de 40 ans, 125 collaborateurs, une des rares entreprises à l'international, notamment sur le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, et qui a entamé depuis quelques 3 ans un processus de restructuration, de transformation. Donc, vous comprenez que ce sont des enjeux que nous connaissons, que nous sommes en train de vivre. Concernant le thème de notre réunion, je le rappelle, hein, c'est plus un échange qu'une présentation unipersonnelle qui sera faite par moi. Donc, entreprise citoyenne et développement du capital humain, quels sont les enjeux? Comment peut-il représenter des enjeux de transformation, d'une transformation profonde et réussie pour un business model? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, donc du coup, je suis obligé de... Voilà. Donc, je ne sais pas je sais pas si vous m'entendez. Donc, je vais faire un bref rappel hein, de ce que j'ai dit, puisque on avait un problème de micro qui était fermé. Donc, je disais en élément de contexte sur la notion de transformation,
c'est indiqué que tous les secteurs, toutes les organisations, tous les individus ont suivi ou se sont lancés dans un processus de transformation pour multiples raisons. Soit une transformation qui est liée sous-tendue par une crise économique, soit par rapport lié à la crise du secteur dans lequel tel ou tel opérateur économique opère, soit lié à des problématiques de réglementation ou des exigences des consommateurs, des clients, et soit lié à la révolution numérique ou digitale, c'est un constat que nous faisons depuis une quinzaine d'années, ou alors, comme ce que nous sommes en train de vivre, lié à la crise sanitaire de la COVID-19. Donc, pour dire que c'est un monde qui est en constante évolution et qui derrière explique ou sous-tend toutes les transformations qu'on peut avoir. Qu'est-ce que la notion de transformation d'entreprise? Donc là, c'est des éléments de langage que je partage sans en faire une définition figée. C'est d'indiquer qu'une transformation peut être expliquée ou entendue comme une profonde remise en question des fonctionnements de l'entreprise susceptibles d'impacter le mode du travail, le savoir-faire des collaborateurs, qu'il s'agisse d'optimiser une organisation ou de digitaliser un service. Toutes les transformations ont en commun la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise, que sont les clients, les collaborateurs et les actionnaires. Donc là, c'est très important, si on peut faire un focus là-dessus. Donc la transformation vise pour l'entreprise deux choses. La première, c'est une adaptation à l'évolution de son environnement. Et la deuxième chose, c'est la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, pour le rappeler que sont les clients, les collaborateurs, les actionnaires. Autre élément de langage, tentative de définition que nous pouvons faire sur la notion de transformation, c'est indiquer qu'une transformation représente une opportunité pour faire autrement. Et indiquer également qu'entreprendre une démarche de transformation, c'est comprendre qui vous êtes, d'où viennent vos éventuelles difficultés et savoir tirer les leçons du passé. C'est également aussi apprendre à vous comparer tout en réfléchissant à l'évolution de la demande et les attentes de vos clients. C'est une période si singulière pour se remettre en question, faire mieux, faire différemment. La transformation est une démarche méthodique qui ne se résume pas à une simple adaptation d'un processus ou un aménagement d'un processus ou à une diversification. Il s'agit vraiment de transformer le cœur même du métier et pas uniquement développer autour. Donc là, c'est quelque chose que j'emprunte et que je grossis de Arnaud Marion dans un livre qu'il a sorti il y a quelques semaines, qui est intitulé et que je conseille aussi de lire, 21 semaines pour se relever de la crise. Alors, c'est qui Arnaud Marion? C'est un dirigeant français qui a plus de 40 ans d'expérience et dont la spécialisation est sur la transformation, la restructuration des business models en France. Et on a à son actif, par exemple, Vélo Libre en France, qu'il a restructuré et on sait aujourd'hui les performances économiques de cette entité-là. Donc, quels sont les déterminants d'une transformation? Premièrement, la transformation est déterminée par le contexte. Pourquoi changer? Alors là-dessus, je fais vraiment un petit focus pour indiquer que souvent, les gens initient des processus de transformation par rapport à des visions court terme. Je prends un exemple. Vous avez décidé de parcourir le marathon qui va être organisé, je ne sais pas, le marathon qu'on fait habituellement au Gabon. Vous avez 10 kilos de plus et vous prenez la décision de dire je vais perdre 10 kilos pour pouvoir parcourir le marathon. Là, c'est une décision de court terme. Et souvent, c'est des décisions qu'on prend en période de crise. Vous êtes déjà en période de crise et vous décidez de faire une transformation. Or, en réalité, une transformation, c'est quelque chose qui est permanent, qui est continuel. Il ne faut pas attendre d'être en surpoids pour pouvoir initier une transformation, mais plutôt avoir une vision long terme qui vous permet de façon permanente, de façon continue, d'initier des actions de transformation. Or, le constat qu'on fait, le retour d'expérience que j'ai, c'est que souvent les gens initient des processus de transformation dès lors qu'ils sont déjà en crise. Or, une transformation, et là on est plutôt sur des visions court terme, alors qu'une transformation, c'est quelque chose qui est permanent. Et là aussi, un autre exemple, pour ceux qui ont lu le magazine Les Échos la semaine dernière,
il y a un article qui est sorti et qui montrait que des grands groupes français du CAC 40, tels que Saint-Gobain ou Veolia, ont retrouvé leur croissance d'avant-crise. La question fondamentale, c'est comment est-ce que ces entreprises-là qui ont traversé 2 guerres mondiales ont réussi jusqu'à présent à avoir ces résultats. Mais la question, elle est simple, c'est que la réponse, elle est simple, c'est que ces entreprises-là, de façon permanente, se transforment en fait. Et elles n'ont pas attendu la crise du Covid, de la Covid-19, pour pouvoir se transformer. Donc, pour dire que les éléments de contexte ici, souvent, il ne faut pas attendre que vous soyez, que l'entreprise soit plongée dans une crise pour pouvoir initier des processus de transformation. C'est quelque chose qu'il faut anticiper, et pour l'anticiper, il faut avoir une vision long terme. Je ne dis pas que lorsqu'on est en situation de crise, il ne faut pas se transformer, non. Mais c'est de dire qu'en règle générale, et c'est ça souvent le constat qu'on fait, c'est que le contexte de crise milite ou favorise en fait le processus de transformation. Autre élément qui détermine la transformation, c'est le contenu. Que changer? Je décide de me transformer. Qu'est-ce que je décide de changer? Est-ce que je change mon organisation? Est-ce que je change le management? Est-ce que je change la partie IT? Donc là, c'est très important de se poser la question de savoir qu'est-ce que je dois changer en termes de contenu. L'autre déterminant, c'est les acteurs. Ce sont les acteurs qui changent. Est-ce que c'est que le DG qui change, ou c'est l'ensemble des collaborateurs, ou c'est toute l'entreprise qui change? Où je dis, il n'y a que tel processus qui doit changer. Donc, c'est important. Et l'autre déterminant aussi, ce sont les processus et les outils. C'est comment changer. Est-ce que j'ai fait une espèce de, pour emprunter une expression qui est propre, une réformette, ou alors j'ai une vision vraiment globale. Et à faire, c'est quoi les effets? C'est-à-dire que comment est-ce que je mesure maintenant les effets de la transformation? Quels résultats? Et pour aboutir à ce constat, il faut être lucide et faire un constat 360 degrés. C'est de dire, aujourd'hui, je fais un constat, et un constat qui est franc, pour savoir c'est quoi les éléments de contexte, qu'est-ce qui milite pour la transformation, qu'est-ce que je décide de changer, qu'est-ce que je dois changer, comment je dois changer et quels sont les résultats à terme et comment est-ce que je vais les mesurer. Il y a plusieurs types de transformation. On peut décider, et c'est ce constat-là qui vous permet justement de prendre la décision de choisir ce que vous allez transformer. Est-ce que je transforme uniquement mon organisation? Est-ce que je transforme uniquement le management? Est-ce que je passe mais assez rapidement sur la partie transformation organisationnelle, donc les axes de transformation. Donc, on peut avoir une transformation de son organisation, de process métier ou du management. Il s'agit ici, en fait, d'un questionnement qu'il faut avoir sur la manière dont fonctionne votre entreprise, notre entreprise. Donc, en termes de pratiques professionnelles, l'articulation des services entre eux, l'organisation. Est-ce que les équipes travaillent, les processus sont en silo, où il y a une espèce de transversalité au niveau des équipes. Et l'objectif visé ici, c'est le développement de l'agilité de l'entreprise, donc casser les silos et les cloisons qui peuvent exister entre les services et passer à une organisation pluridisciplinaire centrée sur le client, et c'est ce que certains appellent le client centrique, avec en ligne de mire plus d'efficacité en faisant différemment pour les équipes. Donc, c'est aussi un contenu sur un questionnement sur le contenu de la fonction managériale, en fait, qui évolue et qui doit abandonner un modèle de fonctionnement vertical. C'est moi le chef, c'est moi qui décide tout. Non. Pour adhérer à une nouvelle manière de gérer les équipes, surtout lorsque de plus en plus on a dans les équipes des générations Y, des gens qui sont très très jeunes, très bien formés, et à partir de ce moment, c'est adapter son mode de management. Donc, l'objectif visé dans ce type de transformation, c'est renforcer l'engagement des collaborateurs, leur confiance et le bien-être au travail de ces collaborateurs. Et souvent, le type de management qui est plébiscité ici, c'est plutôt des management coach, d'accord, et développer le leadership des collaborateurs.
je reviens rapidement, voilà, donc là-dessus, je passe, mais la transformation du système d'information. Donc là aussi, et on le constate de plus en plus, c'est que les évolutions technologiques permettent de fulgurants progrès en matière d'utilisation des data, donc des données, et les champs d'application sont larges et concernent aussi bien le développement des services digitaux, l'efficacité des stratégies de distribution, l'accélération des processus internes ou encore l'amélioration de la sécurité. Donc, l'objectif visé ici, souvent, on a des systèmes IT qui sont plutôt robustes, etc., mais c'est de privilégier des SI prédictives et non fonctionnelles. Donc ça, c'était sur la première partie qui concernait des tentatives, en fait, des définitions de la notion de transformation, et à travers les verbatim, nous avons vu qu'il n'y a pas de définition figée et qu'une transformation, toutes les transformations ont un seul point en commun, c'est s'adapter à l'environnement dans lequel vous opérez, donc l'entreprise opère, et la création de valeur, la création de richesse pour l'ensemble des parties prenantes de la société, donc à savoir les clients, les fournisseurs, les actionnaires. Donc, on va basculer sur la deuxième partie de la réunion. C'est comment tenir compte des exigences en matière de citoyenneté d'entreprise et de développement du capital humain, et en fait des leviers durables de création de valeur et de performance pour une entreprise. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le renforcement, le développement du capital humain et l'entreprise citoyenne sont vraiment des leviers de transformation, d'une transformation réussie? Alors, le constat aussi, là, c'est vraiment un retour d'expérience que je partage. Donc, n'hésitez pas justement à pouvoir aussi partager le retour d'expérience que vous avez, vous. Si parmi nous, il y a également des chefs d'entreprise ou des gens qui sont en charge des organisations, pour pouvoir enrichir l'échange. Donc, en règle générale, le constat qu'on fait, c'est que la prise en compte de l'humain dans les projets de transformation est essentielle, mais reste trop timide et trop hétérogène. En fait, souvent, le capital humain est l'enfant pauvre, en fait, des processus de transformation, parce que quand on évoque les transformations, tout de suite, on pense au redimensionnement de l'entreprise, on pense au licenciement, alors que pourtant, les salariés, c'est la première richesse d'une entreprise. Et comme nous allons également, comment dirais-je, l'allocation de ressources sur les moyens financiers, il conviendrait également de faire la même chose pour la partie personnelle. Donc, les ressources humaines sont trop souvent appréhendées comme un service support technique. Ils sont pourtant, comme je le disais, porteurs de l'engagement de l'individu et du collectif. Donc ici, en fait, c'est quelque chose qui est très, très fondamental. Hein. C'est, lorsqu'on parle de transformation du capital humain, c'est aligner les valeurs, donc la culture, donc la culture d'entreprise et le capital humain, qui, selon moi, sont les éléments clés d'une transformation réussie. Et souvent, lorsqu'on est sur les business models, souvent la question qui se revient, c'est de dire nous avons sorti un nouveau produit, donc nous sommes les plus forts. En fait, tout le raisonnement tourne autour du produit, du quoi. Or, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Ici, quand on parle de transformation du capital humain, c'est de pouvoir se poser une question qui est de bon point de vue fondamental. Donc, faire un focus à la fois sur le why, comme disent les anglo-saxons, et c'est vraiment un clin d'œil que j'ai fait à UBA, comme je sais que UBA a ce côté anglo-saxon. Donc, sur le why, donc la raison d'être, et d'embarquer les collaborateurs dans comment on fait les choses, comment nos processus fonctionnent ou dysfonctionnent, pour agir en dernier sur le why, donc le pourquoi. Donc, comme je disais, beaucoup d'entreprises ou trop d'entreprises construisent leur vision sur le quoi. Nous vendons du papier, proposant un produit de qualité supérieure, avec, ça c'est des éléments que j'ai pris dans la presse spécialisée, hein, avec une large gamme au meilleur prix.
j'aurais pu demander à une phrase choc comme ça à UBA sur le dernier produit qu'ils ont sorti, sur la dernière carte. Donc souvent, on construit en fait leur vision sur le quoi. Nous avons conçu, sorti une nouvelle carte prépayée qui est la mieux du marché, la meilleure du marché. Donc vous voyez ici, on projette en fait l'entreprise uniquement vers la croissance, sur les augmentations de parts de marché, sur un nouveau produit, sans donc les éléments de quoi. Alors qu'en règle générale, et c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu toutes les grandes entreprises qui ont réussi ou toutes les entreprises qui réussissent, ils réussissent à embarquer les collaborateurs. C'est pas en disant voilà, j'ai sorti le meilleur produit, non. Ils réussissent à mobiliser les collaborateurs, c'est sur le projet d'entreprise, sur un projet d'entreprise, autrement dit, sur le pourquoi. Pourquoi je fais ce métier? Pourquoi je suis salarié de UBA? Pourquoi je suis salarié d'OGA? Donc là, il y a un projet commun, une vision commune qui est partagée avec les collaborateurs et qui permet de les porter, de les fédérer autour de ce projet. Mais ce n'est pas la taille du bilan. Ce que je veux dire, c'est plus la taille du bilan ou la taille du compte de résultat qui va réussir à embarquer les collaborateurs, parce que de plus en plus, vous avez des gens qui ont des aspirations écologiques, qui ont d'autres aspirations, et que ce qu'ils recherchent, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais intégrer telle entreprise? Pourquoi est-ce que je vais intégrer telle association? Pourquoi est-ce que je peux intégrer tel groupe de prière? Je fais vraiment une parenthèse, mais je la referme. Donc, c'est la quête de sens qui fait qu'aujourd'hui, lorsque les gens se retrouvent à travers un projet, ben vous les embarquez. OK? Donc, ici, ce que je veux dire, c'est que c'est en impliquant chaque collaborateur que l'organisation parvient à préserver ses ressources et s'engager dans une nouvelle dynamique. Et les gens s'engagent, ça c'est Sinek, hein, qui est et là, il y a un lien pour ceux qui le souhaitent que je pourrais partager. Et si vous avez accès à la présentation, donc vous aurez le lien qui vous permet de voir en fait une conférence que M. Sinek a donnée à New York sur les sujets de transformation. Et il dit ceci, je cite, « Les gens ne s'engagent pas pour ce que vous produisez. Ils s'engagent à travers de pourquoi vous le faites. » Et une autre citation que je donne, c'est celle d'Antoine de Saint-Exupéry, qui disait, je cite également, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. » Donc, c'est ce désir de la mer qui va les fédérer, qui va les pousser à construire le bateau. Mais ce n'est pas en disant rassemble tel truc, etc. Non. Donc, le recours au pourquoi confère un autre argumentaire pour dire une valeur beaucoup plus profonde, plus émotionnelle et finalement plus persuasive. Donc, ça nous amène à parler des notions de raison d'être et de sens, en fait. Et je me permets de partager un préface de Guillaume Faury, qui est le Chief Executive Officer de Airbus, donc le patron d'Airbus, dans un livre qui est sorti au début juin, je crois, et qui s'intitule « Le sens, l'ADN de l'entreprise responsable ». Et dans le préface, il dit ceci. « Le sens est la raison pour laquelle on se lève chaque matin, la motivation qui va permettre à chacun d'accepter des sacrifices de court terme pour servir les objectifs de long terme. La croyance qui conduit à transcender son intérêt personnel pour tendre vers quelque chose qui nous dépasse. Et à l'échelle de l'entreprise, la force de ces convictions peut être exprimée dans la définition d'une raison d'être partagée et fédérative. » Donc c'est très important, je dis, que les gens aujourd'hui sont en quête de sens, de raison d'être. Et à partir de ce moment, lorsque les gens sont clairs sur le projet, les gens partagent la vision, mais vous arrivez à embarquer, à fédérer l'ensemble de vos équipes. Arnaud Marion aussi, que j'ai cité en liminaire, en propos liminaire, dit également que votre entreprise existe pour une raison qui dépasse le fait de vendre des produits et des services dans le but de gagner de l'argent. Donc, se reposer la question du pourquoi
de votre entreprise après plusieurs années ou décennies d'existence permet de voir qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites. Donc la question ici renvoie à un autre élément, ce n'est pas que le pourquoi, c'est comment je le fais. Et à partir de ce moment, on rentre dans la notion d'entreprise citoyenne. Est-ce que le fait de dire pourquoi je crée, moi, un exemple d'une société, pour rester sur notre environnement, Comilog, qui est une filiale de Eramet, et pour ceux qui suivent l'actualité de Comilog, ils ont observé que depuis quelques mois, Comilog communique sur sa raison d'être. Il ne communique plus sur la tonne de manganèse vendue, il communique sur la raison d'être. Donc, c'est sur le pourquoi et comment ils le font. Donc, c'est très important de pouvoir dire qu'au-delà même du pourquoi, c'est le comment pour répondre à la notion d'entreprise citoyenne. Comment je produis mes produits? Est-ce que je les produis en respectant les normes environnementales? Est-ce que derrière, au sein de mon entreprise, j'ai du dialogue social? Est-ce que je mets mes collaborateurs, les salariés au cœur de ce projet? Donc, c'est ce comment-là qui vient en fait répondre à la notion d'entreprise citoyenne en fait. OK? Donc aujourd'hui, les collaborateurs ne se reconnaissent plus à travers un rapport juridique ou financier, mais dans une entreprise dont chacun est fier, avec des engagements qui sont communs et propres à cette entreprise-là. Donc c'est plus la taille du bilan, la taille du compte de résultat qui fait que non. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Et d'ailleurs, dès lors que les paramètres financiers d'une entreprise n'existent pas, ben vous n'avez plus de raison d'être, vous n'avez plus rien d'entreprise citoyenne. Ça, qu'on soit clair là-dessus. Donc, ce sont d'abord les paramètres financiers qui font que telle entreprise a créé de la richesse, a créé de la croissance pour pouvoir financer justement, se diversifier, aller sur les problématiques d'entreprise citoyenne. Donc, une entreprise porteuse de sens est une entreprise respectueuse de l'ensemble de ses parties prenantes, donc les clients, les employés, les fournisseurs, les actionnaires, etc., qui adopte une trajectoire, je parle bien de trajectoire volontariste, pour assurer une cohérence entre le développement de ses activités, donc son core business, et son impact positif et durable sur les hommes, l'environnement et la société, etc. Voilà ce qu'on peut définir ou appeler, qualifier d'entreprise citoyenne. Et une petite statistique que j'ai prise dans un sondage IFOP qui est paru en France l'année dernière, sur les problématiques de raison d'être. La statistique, c'est 65% versus 31%, donc c'est le taux de salariés motivés dans une entreprise qui a déclaré sans raison d'être. Donc vous avez 65% d'entreprises, de salariés qui sont motivés dans une entreprise qui a déclaré sa raison d'être, contre 31% dans une entreprise qui n'a pas déclaré sa raison d'être. Donc, seules les entreprises faisant sens de façon mais vraiment authentique, sincère et itérative auront la résilience nécessaire pour surmonter les crises. On a vu, comme je l'ai dit, des entreprises comme Saint-Gobain ou Veolia qui ont traversé 2 guerres mondiales qui sont plus que centenaires. Comment est-ce que ces entreprises-là sont toujours aujourd'hui au top niveau, si passez-moi l'expression, d'entreprises du CAC 40. Donc, travailler sur le sens, c'est donc vouloir réancrer les salariés dans l'ensemble de l'entreprise, dans l'écosystème, avec la volonté d'en faire des acteurs à impact positif sur l'environnement. Et le mot sens ici, de mon point de vue, va revêtir 2 aspects, 2 significations. La première signification, c'est le pourquoi, qui évoque en fait le projet collectif. Et la deuxième signification, c'est la direction, c'est-à-dire que l'orientation qui nous permet de matérialiser justement ce projet collectif. Donc, la raison d'être vision et transformation, donc c'est la prise en compte des collaborateurs dans ce projet de transformation. Il s'agit en fait ici, et c'est un certain nombre d'interrogations que je soulève, que je partage là également, c'est plus un retour d'expérience. C'est vraiment s'interroger ou réfléchir à comment les collaborateurs vivent l'entreprise et à ce qui peut être entrepris pour améliorer leur quotidien, leurs conditions de travail, concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.
Et ça, c'est pas facile parce que mon retour d'expérience à moi, c'est que souvent, on pense que l'entreprise est là juste pour permettre aux salariés non, c'est pour qu'ils s'accomplissent. Il faut qu'il y ait un alignement entre leurs conditions de travail, entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Mais dès lors que, c'est encore une fois, hein, ça n'engage que moi et c'est mon retour d'expérience, souvent vous vous retrouvez avec des collaborateurs qui ne sont pas motivés parce que le collaborateur qui a ses difficultés personnelles au quartier, ben, tout de suite, sa performance au niveau de l'entreprise, elle se ressent en fait. Donc c'est une réflexion qu'il faut mener sur le cadre offert aux salariés pour qu'ils grandissent dans l'entreprise, pour qu'ils évoluent dans l'entreprise, pour qu'ils s'accomplissent dans l'entreprise. Est-ce que tout le monde peut se former? Est-ce que tout le monde peut évoluer? Est-ce que tout le monde peut être heureux? Et bon, sur le terme heureux, je mets quand même entre guillemets toutes choses égales par ailleurs, donc il faut relativiser. Hein. Il ne s'agit pas, c'est pas un monde de bisounours non plus, hein, une entreprise, mais c'est de dire est-ce qu'on peut trouver du sens dans son entreprise? Est-ce que donc tout le monde peut être formé? Est-ce qu'on a tous envie de rester dans cette entreprise-là? Est-ce que les objectifs des salariés sont cohérents avec les objectifs de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un alignement? Est-ce que les contreparties également sont également cohérentes? Parce qu'il ne suffit pas simplement de fixer des objectifs, mais est-ce que les contreparties, la richesse que l'entreprise crée, est-ce qu'une partie de cette richesse-là va en contrepartie en direction des collaborateurs, que ce soit en termes de formation, de renforcement de capacité, que ce soit en termes d'amélioration d'outils de travail, que ce soit en termes de bonus ou de gratification. Est-ce que la direction prend-elle en compte les aspirations des salariés? Là encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'instaurer au sein des entreprises des démocraties populaires, hein. C'est simplement de dire est-ce qu'il y a une ligne de crête entre les aspirations du personnel et les aspirations de l'entreprise pour qu'il y ait au sein de l'entreprise, entre guillemets, ce débat démocratique pour que les aspirations des salariés soient prises en compte. Est-ce que le management, il est centré sur l'humain? Donc, la question de la transformation ici, c'est de dire se transformer avec et pour ses collaborateurs et avec les hommes, pas se transformer sans eux. Donc là, c'est les mettre au cœur du processus de transformation et en donnant du sens au travail qu'ils font. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir les embarquer sur un projet long terme. Et encore une fois, la problématique de transformation ici, il ne faut pas la voir seulement sur une notion de court terme. Comme l'exemple que nous avons pris en début de réunion, j'ai 10 kilos, je décide de perdre 10 kilos pour pouvoir faire le marathon. Mais c'était un objectif court terme. Qu'est-ce que tu fais après le marathon? Est-ce que tu rechopes les 10 kilos ou tu continues dans ce processus-là? Pourquoi avoir attendu le marathon pour pouvoir perdre 10 kilos? Pourquoi est-ce que c'est pas... Vous voyez, donc on est plus sur des logiques de long terme et qui vous permettent en fait d'être agile, résilient sur du long terme. Donc, concernant le capital humain, là aussi, un retour d'expérience, c'est qu'il faut à la fois des objectifs, il faut à la fois du sens qu'il faut donner, il faut à la fois la culture. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a des valeurs communes? Il s'agit, est-ce qu'on les applique au quotidien? Et souvent, l'exemple que je prends et que je donne à mes équipes, c'est de dire, lorsque vous avez fait le choix, mais vraiment c'est d'être chrétien, c'est de dire, est-ce que je me comporte comme un vrai chrétien, comme un bon chrétien? Ou est-ce que c'est juste le fait d'aller à l'église tous les dimanches qui font de moi un chrétien? Non, c'est au quotidien. Je suis chrétien, je pose des actes comme un chrétien. C'est la même chose. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a le même projet d'entreprise? Donc, est-ce qu'on a la même vision? À partir de ce moment, dès lors que la vision, elle est commune, elle est partagée et que chacun trouve du sens, eh bien, vous avez un projet de développement, un développement d'entreprise qui est commun. OK? Est-ce que la vision est claire? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce que c'est expliqué? Est-ce que les collaborateurs, parce que là aussi c'est un constat, c'est que souvent, notamment au niveau des comités de direction, vous avez pour des comités de direction ou des COMEX pour faire plaisir au DG, mais en réalité, après derrière, il y a une dichotomie, un décalage entre
les engagements qu'ils prennent lors des réunions de comité de direction et les actions qu'ils posent au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit et que je vois, moi, dans le retour d'expérience que j'ai, moi. Et dire également que la transformation culturelle est en définitive un chemin transitionnel, jalonné d'apprentissage individuel et collectif vers une nouvelle nature de relations, de raisonnement et de savoir-faire. Donc c'est ce qu'en règle générale, on appelle le passage à l'échelle, en fait. Dès lors que un comportement devient une valeur cardinale, ça devient partagé par tout le monde. Donc, c'est ce qui fait que les gens se sont engagés. Il y a un passage d'échelle qui fait que les gens s'embarquent parce que c'est ça qui caractérise telle entreprise. Donc, une vision claire, des valeurs communes et du sens que tout le monde travaille. Donc, l'enjeu ici, c'est le renforcement des capacités des collaborateurs, les valeurs communes, des fonctions cognitives, hein, c'est même cognitive, des actions RSE, sur le volet RSE, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, pour dire, mais vraiment de façon corrosive, il ne s'agit pas d'aller distribuer des cartables à tel orphelinat ou de poser 2 ou 3 sacs de riz pour dire qu'on est RSE, une entreprise citoyenne. Hein. C'est un engagement, c'est une série d'actions qu'on pose. Hein. Il ne s'agit pas de mettre un baby-foot au sein de son entreprise pour dire que ça y est, mes collaborateurs sont 100 € au travail. Non, ce n'est pas le baby-foot, c'est un engagement. Et ça commence souvent par des petites choses. Et c'est Confucius qui disait, mais je grossis, qu'avant de déplacer les montagnes, il faut commencer par ramasser les petites pierres. Donc, c'est parfois éteindre la lumière en sortant. C'est parfois se dire bonjour, ça n'a rien, mais dès lors que ça deviendra une valeur cardinale, tous les matins, bonjour, ça va, etc., etc. Donc, il ne s'agit pas simplement pour des raisons de communication, appeler la télé, on a acheté 10 cartables et ça y est, on a une entreprise citoyenne. Non. L'entreprise citoyenne, c'est autre chose. Donc, et ici, sur la partie bien-être au travail des collaborateurs, la première chose, c'est les placer, les hommes et les femmes, au centre, au cœur de l'entreprise. Dès lors qu'ils ont ce sentiment-là, croyez-moi, vous allez les embarquer. Mais dès lors que déjà, vos propres salariés, vos propres collaborateurs, ils n'ont aucune place dans le projet d'entreprise, comment voulez-vous qu'ils se reconnaissent à travers les actions que vous allez poser vous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise? Donc, de mon point de vue, la première action RSE qu'il faut faire, c'est d'abord en direction de ces salariés. Les mettre au cœur du projet, les former, les donner du sens à ce qu'ils font et à partir de ce moment, avant d'aller distribuer des sacs de riz, des cartables, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis la première action RSE qu'il faut faire, c'est d'abord au niveau de ses collaborateurs, les mettre au cœur du jeu au même titre que l'allocation de ressources qu'on fait sur la partie financière, etc. Donc, et l'autre constat aussi, et ça c'est qu'on fait, c'est que les leviers les plus efficaces pour motiver les collaborateurs, ce ne sont pas certainement des incentives, c'est-à-dire des augmentations de salaire, non. Oui, pour le salaire, mais en règle générale, vous avez des collaborateurs, quand ils sont bien formés, quand ils sont dans des projets, participent à des projets structurants de l'entreprise, le salaire, je ne dis pas que ce n'est pas déterminant, mais souvent le salaire vient après. Donc, c'est lorsque les collaborateurs se sentent, pour faire simple, aimés, participent à la vie d'entreprise, et croyez-moi, vous pouvez tout faire, soulever des montagnes avec ces collaborateurs. Donc, une phrase que j'aime bien, que je dis ici, donc c'est l'excellence des femmes et des hommes qui font l'excellence de l'entreprise, et c'est l'excellence de l'activité de l'entreprise qui engendre son excellence financière. Donc, je finis pour dire que pas de transformation pérenne sans raison d'être et stratégie partagée, sans capacité à faire cohabiter le quotidien et le relevé, sans méthode stricte au service de l'autonomie, sans création d'un langage commun. Et plus encore, pas de transformation collective pérenne sans transformation individuelle. Donc, si le collaborateur n'a pas compris et ne se transforme pas, vous pouvez tout faire, l'entreprise restera pareille. Donc, il faut réussir à ce qu'il y ait d'abord une transformation individuelle au niveau des collaborateurs. Et pour qu'ils se transforment, il faut qu'ils aient du sens, trouvent du sens dans les actions qu'ils font. Il faut qu'ils se retrouvent au travers de l'entreprise. Et à partir de ce moment, collectivement, vous allez réussir à embarquer tout le monde. Alors là aussi, un petit bémol, parce qu'il faut admettre dans le processus de transformation que la transformation, la conduite de changement, c'est quelque chose qui est difficile. Ça, il faut le reconnaître. Quand vous êtes dans les organismes, il faut dire que c'est difficile.
Et souvent, vous arrivez à peu près entre 15 et 20% de vos effectifs, qui vont vous permettre en fait de réussir les projets de transformation. Vous avez ceux qui sont conquis, à peu près 5%. Vous avez ce qu'on appelle des alliés, 10-15%. Et après, vous avez derrière, c'est des réfractaires. Je suis là depuis 20 ans, ça a toujours marché comme ça. Et le plus important, c'est de réussir à pouvoir les embarquer tous, ou en tout cas une grande partie dans le projet de transformation. Mais vous ne réussirez, en fait, c'est mon point de vue, jamais, en tout cas, à embarquer 100% de vos collaborateurs sur le projet de transformation, parce que derrière, ça rejoint des problématiques de changement et la conduite de changement n'est jamais quelque chose de simple. Donc, je termine là-dessus. Je ne sais pas si je suis dans le timing. Donc, c'était plus une présentation et j'essaierai de répondre aux questions sur le thème. Donc, je n'ai pas fait de conclusion et j'ai dit que la conclusion, on devait la faire ensemble. Dans le cadre du partage d'expérience, c'est volontairement que je n'ai pas mis de conclusion. Donc voilà, je reste disponible pour les questions. Merci. Merci, Monsieur Mindongo. Merci, c'est très enrichissant. Beaucoup d'informations. Je crois que c'est beaucoup d'informations qu'il faudra prendre le temps de digérer, d'apprécier au fur et à mesure, parce qu'il y a eu un flux d'informations tellement important que vraiment il faudra prendre le temps de digérer. Donc, je tiens à rappeler à tous nos participants que si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité, il y a un petit chat qui s'affiche sur les écrans de vos ordinateurs ou téléphones, bien sûr. Vous pouvez poser les questions à M. Mindongo, il est à votre disposition. Alors, quelques éléments qu'on peut retenir comme ça. La RSE s'inscrit sur le long terme. Donc, ce n'est pas une action, il ne suffit pas d'amener quelques sacs de riz à un endroit donné et penser qu'on est en train de faire de la RSE. Voilà. Ensuite, la transformation est une méthode. Donc, il faut avoir une approche méthodologique. Il y a aussi d'autres éléments. La transformation est un processus d'adaptation à son environnement, environnement, pardon. Et aussi, la transformation, c'est la création, contribue aussi à la création de valeur. Voilà. Et il a aussi dit quelque chose de très important qui est mettre les salariés au cœur du projet d'entreprise. Ce qui est très important pour les chefs d'entreprise qui nous suivent, pour les entrepreneurs qui nous suivent. Mettez vos salariés, mettez vos collaborateurs au centre de votre projet. En marketing, il y a un concept de marketing qui s'appelle la séduction. Donc, on a mêlé deux mots qui s'appellent la production des services, qui montre clairement qu'il y a une corrélation, il y a une relation entre la satisfaction du client interne et la satisfaction du client externe. Si le client interne n'est pas satisfait, il y a de fortes chances que le client externe ne soit pas satisfait parce que justement, malheureusement, c'est sur le client externe que le client interne va se défouler pour manifester son insatisfaction. Voilà. Donc, merci M. Mindongo pour cette intervention enrichissante, cette présentation. Alors, nous allons passer à la partie des questions. Si nous avons des questions du public, vous les recevrez, on vous les communiquera. Alors, première question. Comment Hogar Assurance se positionne-t-elle sur le plan de la RSE et de la valorisation du capital humain au Gabon? Donc, je disais pour répondre, c'est une question qui est pertinente. Et je vais reprendre un élément de langage que j'ai cité dans ma présentation en citant Confucius en disant que lorsque vous voulez déplacer les montagnes, Confucius dit commencez à ramasser les petites pierres. Et j'ai également indiqué que la partie RSE, c'est un processus. C'est un engagement sur du long terme. Et que nous, aujourd'hui, en tout cas, Hogar s'inscrit dans ce processus-là. Ça commence par quoi? C'est d'abord des réflexes, mais vraiment basiques. Éteindre la lumière quand on sort, ne pas imprimer inutilement un mail. C'est aujourd'hui, nous soutenons un orphelinat du côté de Mwanda depuis 2 ans
qui leur permet en fait de permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d'un repas. Et ça fait 2 ans que cette initiative-là, que nous l'avons mise en place. Et de telles actions vont se multiplier en fonction de ce que nous voulons faire, du projet, du rôle que nous voulons jouer nous en tant qu'entreprise citoyenne. Mais une entreprise citoyenne, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qu'il faut vivre au quotidien, qu'il faut inscrire dans un processus. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie OGAR. Concernant, j'ai également dit que les premières actions de RSE concernent, de mon point de vue, les collaborateurs. Donc nous avons lancé depuis quelques mois un projet qui vise à remettre en fait le collaborateur au cœur même de ce projet de transformation, avec des enjeux de renforcement de capacité, avec les enjeux de bien-être au travail, et impliquer les représentants du personnel justement à réfléchir sur ces questions, de dire comment est-ce qu'on fait pour se sentir heureux au travail. Donc c'est une discussion, des discussions qui sont en cours. Et l'idée, comme je disais, c'est pas de réparer avoir une vision court terme, mais c'est de s'inscrire dans la durée, en fait. Donc, voilà un peu les chantiers qui sont en cours au niveau de l'OGAR et qu'on retrouve, hein, je pense, dans beaucoup d'entreprises qu'au OGAR, et qui sont des notions qui sont de plus en plus fortes, présentes au sein de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Merci, M. Mindongo. Une autre question. Est-ce qu'une entreprise peut-elle être à la fois une entreprise citoyenne et mettre aussi un accent particulier sur le capital humain, sachant que lorsqu'on parle de capital humain comme de RSE ou de citoyenneté d'entreprise, ça implique des coûts quand même derrière. Et nous connaissons quand même le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que ces deux notions sont-elles compatibles économiquement parlant? Alors, merci. Pour répondre à la question, je vais citer l'administrateur directeur général de la société Eramet, Comilo Gabon, qui disait que les performances économiques, financières sont compatibles avec le volet RSE. Donc, les deux vont de pair. Et dire également que de plus en plus, lorsqu'on évoque les questions de ESG, environnement, social, gouvernance, un des axes forts côté de l'entreprise citoyenne, c'est quoi? C'est sur la partie sociale. Et sur la partie sociale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve naturellement la prévention des risques, des accidents, la formation du personnel, le respect des droits des employés et le dialogue social. Donc, vous comprenez que c'est des enjeux qui sont liés. Donc, et encore plus maintenant dans le contexte de la Covid que nous connaissons, c'est de pouvoir, même si il y a des enjeux d'investissement, mais il faut le prendre comme un investissement à long terme. C'est comme ça comment il faut le vivre en fait. Et non pas de dire, bon là, ça va me coûter de l'argent, parce que non, c'est de dire, oui, et en plus, autre chose, pas que la Covid, parce que on a toutes les transformations numériques. Le digital, qu'est-ce qu'on fait? Qui est venu disrupter en fait beaucoup de business models. Donc la question aussi, c'est de dire par rapport à ces changements-là, c'est d'investir sur le capital humain, les former, de façon à ce qu'il y ait toujours une création de valeur pour l'entreprise, pour les collaborateurs, pour les clients, pour les fournisseurs, pour les actionnaires. Donc pour moi, c'est deux notions qui sont compatibles. Le RSE et les performances financières, pour moi, sont liées. Merci, M. Mindongo. Je crois qu'on aura peut-être encore une ou deux questions. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, pensez-vous, le Gabon est-il, selon vous, un marché suffisamment mûr pour ce type de modèle économique? La réponse est oui. Et OGAR est inscrit dans ce processus-là. Et je n'ai pas arrêté de citer Comilo, qui est une entreprise gabonaise. Je peux citer des groupes comme BGFI, je peux citer UBA. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que c'est des notions qui sont de plus en plus fortes et ancrées dans les entreprises. Que l'entreprise soit gabonaise, que l'entreprise soit tchadienne, que l'entreprise soit française. Aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est la quête de sens. Et ça, c'est universel.
Et en plus, aujourd'hui, dans des entreprises, vous avez parfois entre 10 et 15% de vos effectifs qui sont des générations Y. Comment vous faites? Comment vous faites? Si derrière, vous n'offrez pas de sens à ces collaborateurs-là, ce n'est pas parce que vous appelez au GAR qu'ils auront envie de venir à Hogar. Hein. Ce n'est pas la taille du bilan ou non. Donc aujourd'hui, les entreprises ne communiquent plus que sur la partie bilan. Ils communiquent sur des éléments hors bilan qu'on appelle ESG, donc qui sont liés aux critères liés à l'environnement, qui sont liés au social, qui sont liés à la bonne gouvernance. Parce que la bonne gouvernance, c'est de dire, bon, ok, là, l'entreprise est bien gérée et que je peux me projeter à 10, 15, 20 ans dans cette entreprise-là. Donc voilà, c'est des notions qui sont nouvelles et qui sont très ancrées, très ancrées aujourd'hui au sein de beaucoup d'entreprises, que ce soit au Gabon ou ailleurs. Alors, merci encore. Là, je vais faire appel à votre conviction. Donc, c'est ça, certainement la dernière question. Je vois que notre public n'a pas posé de questions, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de questions que ce n'est pas intéressant. Je crois qu'il y a une question. Ah, il y a une question. Sauf erreur de ma part. D'accord. N'hésitez pas à poser des questions ou à… Je crois que la régie va certainement nous afficher la question. Ou à intervenir. Hein. La régie va certainement afficher. Si la régie n'est pas prête, c'est bon, la question s'affiche. Il faut aller sur le chat. C'est bien cela. Alors, sur le chat, qu'est-ce que nous voyons? Je ne vois pas de questions à mon niveau. La régie. Alors, je vais profiter déjà de poser la question que je vais poser là. Quelles sont les conditions de poste aujourd'hui dans le contexte actuel, ou du moins, comme vous parlez tout à l'heure de génération Y, si on faisait le parallèle si on mettait en compétition deux sociétés, une qui applique justement tout ce qui est notion de capital humain et de citoyenneté d'entreprise, et une autre qui ne le fait pas, quelle serait selon vous la plus performante? Alors, la plus performante, c'est celle qui mettra la vision, une vision partagée avec les collaborateurs, de la résilience, de l'innovation. Et c'est pour ça que je citais des sociétés comme Saint-Gobain, qui ont traversé des siècles, enfin 100 ans quasiment, de guerre. Donc, je ne dis pas que cette entreprise-là, qui ne le fait pas, ne va pas mourir, non. Je dis simplement qu'elle va probablement et certainement répondre à des objectifs purement business, mais du point de vue, pas de la morale, mais de la société, ce ne sera pas bien perçu. Vous imaginez une société comme Comilog, ou Shell, Gabon ou Total, ne pas faire du local content et se focaliser uniquement sur la partie financière. Oui, ça va avoir du sens sur la partie financière, mais du point de vue de la société, une entreprise comme Comilog, une entreprise comme Total Gabon, une entreprise comme Hogar, comme UBA, doit faire autre chose. Elle ne va pas fonctionner différemment, simplement elle va intégrer de nouveaux éléments qui vont correspondre à sa vision, qui vont correspondre à sa raison d'être. Donc, moi, je crois, que ces entreprises-là qui vont durer, c'est celles qui vont concilier à la fois les objectifs financiers, business, mais également des éléments qui sont liés à la prise en compte de l'environnement, sur la gouvernance et sur le social. Et c'est ce qu'on met en règle générale dans l'ESG, d'entreprise citoyenne en fait. Donc, il n'y a plus que le bilan, il n'y a pas que le compte de résultat, mais il y a aussi les éléments qui sont liés à la protection de l'environnement, qui sont liés à la promotion du dialogue social, qui sont liés à la bonne gouvernance. Et ces éléments-là sont aussi indispensables que acquérir des parts de marché. Donc, ça, c'est la réponse que j'ai fait moi et c'est la conviction que j'ai moi. Et je continue à dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les dirigeants d'entreprise doivent intégrer ça dans leur vision, en fait. De succès, bon, il y a pas mal de questions qui vous sont posées. On va essayer de les prendre rapidement avant que nous puissions aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin de ce webinaire. Donc, alors, là, nous avons un anonyme qui vous pose cette question.
Alors, vous avez déjà, merci pour votre brillant exposé. Pensez-vous qu'une bonne entreprise est-elle forcément une entreprise citoyenne? Voilà. Non, une bonne entreprise n'est pas forcément une entreprise citoyenne. Mais je dis moi, parce qu'une bonne entreprise, hein, elle peut avoir un bon bilan, une trésorerie florissante, elle peut produire du chiffre d'affaires, elle va avoir atteint ses objectifs purement financiers, business, mais cette entreprise-là, elle est dans un environnement, comment elle va être perçue? Est-ce que UBA est contente que de faire de la banque ou elle fait autre chose? Donc c'est ça en fait, hein. C'est une question de perception. Et de plus en plus, moi, j'ai la conviction que une entreprise doit à la fois poursuivre ses objectifs financiers, mais également aller sur les terrains de protection de l'environnement, de la promotion du dialogue social, la formation de ses collaborateurs et sur la bonne gouvernance. Et pour moi, c'est ça, en tout cas, c'est une conviction personnelle, c'est ça pour moi le modèle d'entreprise de demain. Voilà. Allez vite, on a une autre question. L'entreprise citoyenne que vous êtes a-t-elle des actions dans un secteur précis en parlant de la RSE, ou sinon quels sont les secteurs d'intervention prioritaires de votre entreprise, naturellement qui est vers assurance? Alors quand on est une entreprise citoyenne, on ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination lorsqu'on veut promouvoir des critères de citoyenneté d'entreprise. Donc pour le cas des gares, nous soutenons pour l'instant un orphelinat du côté de Mwanda. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de soutenir cet orphelinat pour permettre, donc tous les mois, ils ont un panier et ils ont à manger et ça permet aux enfants de pouvoir manger, d'aller à l'école. De la même façon aussi, dans les actions que nous allons poser, nous sommes en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire et nous soutenons ponctuellement aussi soit d'autres orphelinats, soit une réflexion d'une cafétéria, par exemple au niveau de l'église. Donc on a un certain nombre d'actions que nous posons nous, qui nous permettent nous de pouvoir jouer ce rôle d'entreprise citoyenne. Donc il n'y a pas de discrimination. Et j'ai à mon côté la responsable de la communication qui reçoit et la responsable des ressources humaines. Nous recevons tous les jours quasiment des courriers dans ce sens-là et nous soutenons du mieux que nous pouvons les actions qui rentrent, que nous pouvons soutenir dans le cadre de notre action RSE. On est très loin, bien entendu, des entreprises comme Comilog qui ont dépensé à peu près 11 milliards de francs CFA, je crois, sur 2019 ou 2020, pour soutenir justement leur projet de RSE. Mais il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, soit dans le cadre de local content ou des actions RSE qui font la même chose que nous. Nous avons une question de monsieur, madame Chelef Ofir Wombo Honda qui pose, je suis entrepreneur, donc c'est un monsieur. Bonjour Monsieur Mbonda, je suis entrepreneur offrant des produits de haute sécurité en collaboration avec des fournisseurs de l'Europe et je voudrais savoir quels sont vos conseils pour ce genre de partenariat chez nous en Afrique centrale et précisément ici au Gabon. Alors la question d'abord c'est de dire c'est quoi comme produit. Voilà, malheureusement il n'a pas précisé le type de produit. C'est quoi le type de produit? Est-ce que c'est des produits uniquement destinés à l'export? Est-ce que c'est des produits qui peuvent trouver un marché localement? Donc là, il y a un certain nombre d'interrogations qu'il faut lever, mais déjà saluer cet entrepreneur-là qui est un entrepreneur gabonais qui produit, et je suppose qu'il y a des salariés et qu'il a compris qu'il faut mettre les collaborateurs au cœur de ce projet pour pouvoir lui permettre de créer plus de croissance et donc de soutenir des actions collaboratives en termes d'entreprise citoyenne. Alors, on a une autre question de Ernesti. Donc, comment peut-on adapter tout cela à la fonction publique? Alors, bonne question. Non, c'est une très bonne question et j'ai avec moi un document mais que je vais lire, hein, c'est dans le magazine Challenge qui est sorti, alors je vais vous donner la date, au mois de juin.
Donc, et le document s'intitule Le monde de demain, qui a été vu par 6 prix Nobel. Donc, à savoir Auguste Deaton, donc prix Nobel d'économie en 2015, qui a écrit sur la problématique des inégalités. Il y a Jean Tirole, qui est de la Toulouse économique, prix Nobel 2014. Il y a Esther Duflo, que j'aime beaucoup, qui a écrit prix Nobel 2019, c'est une dame. Et ils disent en fait sur le bien commun. Et le bien commun ici, c'est quoi? C'est la question de savoir quelle est la planète, quel type de planète on va laisser aux générations futures. Et très clairement, la réponse c'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, que ce soit au niveau de la fonction publique et donc l'État, vouloir défendre un projet de développement pour un pays et ne pas mettre au cœur de ce projet-là ces populations. L'échelle, mais vraiment l'État. Je raisonne vraiment de façon macro. À l'échelle d'un État, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, on le voit dans le cadre du PAT, le plan d'accélération de la transformation du Gabon. On voit que le peuple gabonais est mis au cœur. Maintenant, après, je ne suis pas un homme public, un fonctionnaire, mais ce qui se fait pour l'entreprise, à une échelle étatique, on le fait très clairement. Donc, à partir du moment où on mettra le personnel, donc la population au cœur de projets de développement, en faisant quoi? En les formant, en créant des écoles, en créant de l'autoroute, c'est ça la RSE de l'État. En créant l'hôpital, vous allez avoir des gens qui vont... voilà. Mais le constat que nous faisons, nous, aujourd'hui, c'est que de plus en plus, la parole politique est devenue inaudible. Et qu'on le voit même aujourd'hui sur les vaccins. Il y a à peu près, bon, en France, j'ai les chiffres, à peu près entre 20 et 30% de la population qui n'est pas vaccinée. Et parce qu'ils ne croient plus au discours politique. Mais ils croient peut-être au pasteur. C'est peut-être au pasteur de dire aux gens... Non, mais je rigole, c'est peut-être un Kylian Mbappé, je ne sais pas moi, combien de followers il a sur Instagram. C'est peut-être je ne sais pas moi, dans Yann Vicenzo. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? De pouvoir dire, prenez ce relais-là dans le cas de la vaccination, parce qu'ils ne vont plus écouter. C'est peut-être au chef d'entreprise que je suis, moi, de dire à mes collaborateurs, allez vous faire vacciner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est adaptable au niveau de la fonction publique. Et il n'y a pas des pays comme le Canada l'ont fait, des pays comme la France sont en train de le faire. Dans le projet de la France en 2030, un des enjeux, c'est de pouvoir remettre le peuple français au cœur de ce projet-là. Sinon, la réponse est que vous allez avoir de plus en plus des gilets jaunes, le Front National qui va augmenter, mais ça c'est quoi? C'est une matérialisation de la frustration, parce que les gens sont mal payés, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le raisonnement qui, enfin, l'analyse que je me permets moi de faire mais assez rapidement sur cette question-là. Alors donc ça veut dire que ça peut être appliqué aussi à la fonction publique. Alors, bien sûr. On va passer en revue. Malheureusement, on a le temps, nous sommes arrivés au terme de cette brillante présentation par M. Wilfried Mitoko, directeur général des sociétés Hogar Assurance. Je vais quand même lire quelques questions comme ça. Peut-être qu'on vous répondra un peu plus tard. Donc, anonyme, quelle est la place de l'externalisation du processus de gestion dans votre stratégie de transformation? Nous savons que les objectifs sont ici anonymes toujours. Nous savons que les 3 objectifs qui s'appliquent aux entreprises citoyennes sont offrir des emplois stables, continuer la sécurité de l'emploi et respecter l'humain en veillant au respect des conditions de travail. Mais malheureusement, nous constatons que ces valeurs sont juste dans la théorie, mais dans la pratique, c'est autre chose. Avons-nous des personnes qui vérifient réellement ces objectifs, qui vérifient en tout cas du moins que ces objectifs sont respectés, la transformation passe-t-elle par une transformation globale d'une entreprise, et ainsi de suite. On a beaucoup de questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions puisque nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Donc, je vais me tourner vers M. Minongo juste pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je vais essayer de faire une réponse groupée à toutes ces questions. Pour dire que oui, lorsqu'on parle de transformation, dans beaucoup d'entreprises, c'est plus souvent le constat qu'on fait, c'est que c'est plus pour servir la com qu'autre chose. Donc là, il y a un besoin de clarté, d'explication auprès du personnel et dans les déterminants de la transformation, on a parlé des effets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure les effets de la transformation.
et qu'est-ce qu'on décide de transformer. Donc là, dans le cadre pour mieux apprécier, mesurer les effets de la transformation, il faut les mesurer et à partir de ce moment, inscrire au sein de l'entreprise, comment dirais-je, une culture de la mesure de ces effets-là. L'autre question portait sur... alors, c'est pour ça que je parle de vision commune partagée. Dès lors que cette vision n'est pas partagée par l'ensemble, vous allez avoir en fait des choses qui vont... voilà. Donc, dès lors que la vision elle est partagée, moi j'ai du mal à croire à un non-investissement des collaborateurs. Bien entendu, vous aurez toujours une partie des effectifs qui seront probablement réfractaires dans le cas de la conduite de changement, mais de façon globale, vous réussissez à transformer vos entreprises. Et c'est ce qui explique, hein, mais vraiment, que les grands groupes qui ont vécu beaucoup de crises soient toujours aussi performants aujourd'hui, en fait. Et que justement, les entreprises qui n'ont pas réussi à être agiles, à être résilientes, ben, à la moindre crise, elles disparaissent, hein. Donc, c'est un constat qu'on peut faire tous sans pour autant vraiment se cacher derrière tout ça, hein. Donc, c'est l'humain, le management centré sur l'humain, c'est tout ce qui est internalisation, c'est tout ce qui est recherche-développement qui font que vous avez des transformations qui soient abouties sur l'ensemble des processus. Donc, elle ne concerne pas que le capital humain, elle peut concerner l'IT, elle peut concerner l'organisation, le management, etc., etc. Alors, nous retenons un mot, l'humain. L'humain au centre de tout, l'humain au centre du projet d'entreprise. Alors, on a quelques précisions ici. M. Wombo-Gonda qui disait qu'en fait, son produit est un produit de sécurité, de haute sécurité documentaire, luttant contre la falsification et la contrefaçon des supports précieux. Voilà. C'est dans l'air du temps, hein. Aujourd'hui, avec tout ce qui est cyberattaque, cybercrime, digitalisation. Donc, oui, pour l'international, mais est-ce qu'il a prospecté localement? Parce qu'aujourd'hui, les problématiques de numérisation des données, c'est des enjeux qui sont actuels, hein. Donc, je pense qu'il a tout le sens de pouvoir développer aussi le marché local, le marché domestique sur ces produits-là, parce que les besoins sont là. Voilà, donc tout ce qui a été présenté aujourd'hui est applicable à tout type de société, naturellement, tout type de compagnie. Il suffit juste d'avoir la volonté, le management qui veut s'appuyer à le faire, justement garantir, pérenniser. C'est au-delà de l'argent, comme disait monsieur, c'est au-delà de simplement se faire du revenu, et c'est aussi de pouvoir contribuer à la société. Mesdames, Messieurs, tous les participants, merci. Merci pour votre participation. Merci encore à monsieur Minongo pour votre brillante présentation. Merci de suivre votre humble serviteur. Juste une dernière chose, si vous voulez. Un dernier mot. Toute dernière, c'est une citation, je n'ai pas réussi à la placer. J'ai pas réussi à la placer tout au long de l'exposé. Donc, c'est dire que tout le monde a du talent, d'accord? Et ce qui est plus rare, c'est d'avoir le courage de développer ce talent-là. Donc, et parmi les valeurs clés d'un manager, c'est d'abord être authentique, avoir de la vision, être exemplaire et mettre vos tripes sur la table. C'est ça qui fera en sorte que vous réussirez à embarquer, en tout cas de mon point de vue, vos collaborateurs sur des projets de transformation, parce que les projets de transformation ne sont jamais aussi simples qu'on le croit, et qu'il ne s'agit pas de décréter un projet de transformation, mais il faut le vivre et le partager. Merci. Dernier mot de monsieur Minongo, directeur général des sociétés Hogar Assurance. Merci pour votre participation. Merci UBA au nom par ma voix et vous remercie. Bonne journée à vous et bon début de semaine. Merci à tous.